Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Supply Chain Village. L'IA suscite beaucoup d'intérêt dans le monde de la supply chain, mais aussi beaucoup d'interrogations. Alors, à défaut de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser au cours de l'heure qui vient, on va essayer, avec l'aide de nos trois experts qui sont invités sur le plateau aujourd'hui, d'apporter quelques éclaircissements. Alors, ces experts précisément, alors vous pourrez également vous poser vos questions, vos propres questions à la fin de cette émission et nous tenterons là aussi d'y répondre. Alors, pour commencer, je vais demander à nos experts de bien vouloir se présenter en commençant par mon voisin de droite. Guilhem. Merci de nous recevoir. Donc, je m'appelle Guilhem Delorme, je suis associé de partner au sein du cabinet Argan & Co, qui est un cabinet en transformation des opérations. Et plus précisément, moi je dirige l'entité Iris by Argan & Co, qui est l'entité en charge de la data et de l'IA au sein du cabinet. On est une équipe d'une 30aine de personnes en France, 45 personnes dans le monde. Et donc on est des profils qui restent des consultants, mais des profils plus techniques, de data scientists et de data analysts. Et on applique ces compétences-là au service des métiers des opérations, donc en particulier sur la supply chain, pour construire des solutions à façon adaptées aux enjeux de nos clients. Très bien, merci. Eddy. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe, ravi d'être parmi vous. Donc Mehdi Karab, je suis le cofondateur de Colibri et le dirigeant de la tête IA du département de Colibri. Donc Colibri, en quelques mots rapidement, c'est une suite de logiciels SNOP qui vise à couvrir toutes les problématiques de la partie prévision jusqu'à la partie planification. C'est une centaine de clients installés, à peu près de nouvelles signatures tous les mois, une quarantaine de personnes dans la structure, réparties entre Paris et Lyon, et une très forte dynamique. Merci. Nazim. Bonjour à tous, donc Nazim Nachi, je suis le CEO de Planisense. Planisense est éditeur de solutions de planification de la supply chain et d'ordonnancement des opérations. Et notre particularité, c'est qu'on a un gros focus autour de la planification de production et l'ordonnancement de la production. D'accord, ça tombe bien parce que c'est justement le sujet du jour. Très bien, merci alors d'être présent. Guilhem, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi précisément ? Ouais, je pense qu'effectivement, il est bien de commencer par poser un peu quelques définitions parce qu'il y a un raccourci qui est beaucoup fait aujourd'hui, c'est de rapprocher l'IA avec ce qu'on expérimente tous dans notre quotidien aujourd'hui, qui est ChatGPT. Et donc, évidemment, la première distinction à faire, c'est que l'IA n'est pas résumable à juste la generative AI ou ce qu'on voit à travers ChatGPT. Donc, pour poser quelques définitions, en fait, l'IA, c'est effectivement un champ d'études. C'est comme si je vous disais la physique ou la médecine, c'est un champ qui est très large. Et à l'intérieur de ce champ d'études, il y a plusieurs courants technologiques, courants de pensée. Il y a en particulier tout un domaine qui est ce qu'on pourrait appeler le machine learning, voilà, qui est l'idée de faire apprendre à un programme informatique sur des données historiques, des événements, des corrélations, des patterns qui se dégagent, de façon à pouvoir ensuite l'appliquer sur une prédiction ou sur inférer des événements futurs. Ouais. Et ça, c'est le grand domaine du machine learning. À l'intérieur de ça, il y a plein d'approches algorithmiques, mathématiques qui se sont dégagées. On retrouve des termes comme l'apprentissage supervisé, non supervisé, le reinforcement learning, etc. Donc beaucoup de courants technologiques. Et à l'intérieur de ça, il y a encore un sous-ensemble qui est en particulier les réseaux de neurones, voilà, ouais. Deep learning en anglais, qui vise à émuler par des fonctions mathématiques en fait comment fonctionne un cerveau humain et les interconnexions qu'il peut y avoir dans ce qui se passe dans notre tête. Et c'est cette approche technologique-là qui a elle-même trouvé une implémentation à travers ce qu'on appelle les Large Language Models, les LLM, qui est finalement le cœur du réacteur qui se cache derrière ChatGPT. Donc en fait, dans l'explication que je viens de dérouler, on comprend que c'est un peu une poupée russe, hein, ces approches technologiques, et que donc on ne peut pas résumer l'IA à juste les LLM et ce qu'on voit. C'est très générique en fait, l'IA. C'est un domaine d'études, voilà, effectivement. Mais qu'à côté de ça, il y a toute une partie de l'IA qui est finalement le machine learning sur de la donnée structurée, tabulaire, qu'on applique en fait depuis des années, voire des dizaines d'années, et qui est aussi un champ d'usage où il y a beaucoup d'usages en supply chain. Ouais. Donc en supply chain, je pense qu'on va revenir beaucoup dans l'heure qui vient sur le fait que oui, il y a plein de cas d'usage, LLM, sur du texte, etc. Mais il y a aussi, et depuis des années, et c'est peut-être le champ qui est le plus mature aujourd'hui, plein de cas d'usage sur la donnée structurée, en particulier des usages autour de la prévision de vente, de la planification, etc. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que l'IA, dans toutes les réunions auxquelles on participe en ce moment, on en parle, hein, c'est vraiment le sujet, je l'ai à la mode, mais sans qu'on sache véritablement quels seront les impacts demain, après-demain, dans le domaine de la supply chain. Alors il y a effectivement cette dichotomie entre cette vision très futuriste hein, que l'IA peut apporter, et puis sa concrétisation hein, dans les organisations, et qu'on a du mal encore aujourd'hui un petit peu à vraiment appréhender.
Mehdi, peut-être sur la définition, tu voulais rajouter quelque chose, non, peut-être? Non, je rejoins tout à fait Guillaume ce qu'il vient de dire. Nous, on se positionne plutôt comme éditeur, donc effectivement, parmi la taxonomie de l'IA qui est très très large, on a décidé de se focaliser sur des choses très très particulières. Tu as mentionné l'IA générative, l'IA prédictive. Typiquement, dans notre domaine d'outils de planification, on va utiliser ces sphères-là. Par contre, je pense qu'aussi, il y a quelque chose qui est intéressant à prendre en compte, une dimension qui est importante, c'est qu'on est éditeur de logiciels, en tout cas tous autour de la table, donc on ne fait pas de la recherche fondamentale. Donc il faut trouver une application à l'IA, c'est ce que tu disais. Et nous, en tout cas, chez Colibri, on estime que l'IA n'a d'intérêt que si ça permet à l'utilisateur de gagner en efficacité, en performance et en simplicité. Donc il y a aussi cette dimension-là à prendre dans la finalité de l'IA dans les outils. Oui. Nazim. Non, ce que je voulais juste compléter un point, c'est que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui dans l'IA existent depuis des dizaines d'années. Ouais. Ce qui a un peu fait basculer les choses, c'est plutôt les avancées en termes d'IT, de cloud et de capacité de calcul qui ont fait qu'on a arrivé à utiliser du coup des méthodes qui sont beaucoup améliorées avec le temps, mais avec des méthodes qui existaient depuis plusieurs dizaines d'années et d'avoir les applications qu'on a aujourd'hui. Et puis l'arrivée de ChatGPT aussi, qui a quand même été aussi une avancée majeure de ces dernières années. Oui, totalement. Ouais. Alors, comment vous voyez justement l'impact de l'IA sur les process, sur la supply chain en général, et puis on va faire ensuite un focus sur les prêves et sur la planification? Je pense que je vais à nouveau donner un peu de structure, mais tel que je le vois, effectivement, il y a un peu 3 grandes familles de cas d'usage qui se dégagent. Il y a tout le côté mieux prévoir. Donc, utiliser l'IA pour être dans le domaine du prédictif, donc anticiper des choses, voir dans le futur, etc. Il y a tout le domaine de l'automatisation, et en particulier avec la GenAI, donc les processus administratifs, le fait de traiter un grand nombre de variétés de données en entrée, par exemple des données exogènes, peu structurées, etc. Tout ça, on va être dans le champ des possibles de l'automatisation. Et puis après, il y a le support à l'humain, de se dire comment est-ce qu'un individu en supply chain, un demand planner, un supply planner, quelqu'un qui est aux appros, etc., peut mieux travailler, mieux interagir, mieux communiquer, etc. Et cette famille d'usages, elle n'est pas propre à la supply chain, c'est tous les travailleurs du tertiaire, on va dire, qui travaillent derrière un PC, qui sont éligibles à ce type de cas d'usage. Mais on voit bien ces 3 grandes familles se dégager. Peut-être que le côté prévision est peut-être celui qui est le plus mature aujourd'hui, quand même. Là où les côtés plutôt, effectivement, assistants personnels, bureautiques, là, c'est plus nouveau. Ouais. Alors justement, les prêves, c'est dans les gènes de Colibri. Vous avez mis de l'IA tout de suite dès que vous avez imaginé la création de l'entreprise? Si on revient un peu en arrière par rapport à ce que tu disais, Guilhem, sur la définition de l'IA, une des sphères de l'IA, c'est les systèmes experts. Et un système expert qui va choisir quel est le meilleur algorithme de prévision en fonction du contexte, c'est déjà de l'IA. Donc on n'a pas attendu l'avènement de ChatGPT pour intégrer ça. D'ailleurs, on en discutera peut-être, mais les LLM ne sont pas des bons outils pour faire de la prévision. Donc oui, on a intégré ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, les ressources technologiques sont disponibles, donc on va être capable de récupérer plus facilement des données exogènes. C'est là où l'intérêt du modèle du machine learning va se faire, c'est de pouvoir intégrer un grand nombre de volumes de données. Des données qui sont soit endogènes, soit exogènes. Ouais. Donc on pense tous à la météo, mais ça peut être par exemple des indices externes, des indices macroéconomiques. Donc voilà, dans Colibri, on a intégré toutes les briques mathématiques. Des signaux faibles. Entre autres, ça peut être effectivement des signaux faibles qui sont imperceptibles, pris indépendamment, mais pris en cohérence avec ces données du sens. Donc oui, typiquement ça aujourd'hui, c'est dans le cœur du réacteur de la prévision, du calcul de prévision de Colibri. Et ça marche? Ça marche, oui. Alors oui, ça marche en fonction du contexte. Ça marche... pas forcément tout le temps, c'est pas forcément nécessaire tout le temps, mais quand c'est fait avec intelligence, oui, ça apporte des gains de fiabilité. On dit prévoir, c'est se tromper. Est-ce que l'intelligence artificielle permet justement de se tromper un peu moins? Elle permet de mieux prévoir l'incertitude, donc de mieux anticiper le fait qu'on va se tromper ou pas. Mais ça serait fallacieux de dire que c'est tout le temps vrai, ça va vraiment dépendre du contexte. Je pense vraiment à l'exemple qu'on entend tout le temps, tout le monde nous dit je veux intégrer la météo dans mes prévisions. La météo-sensibilité, ça n'a d'intérêt que si vous êtes très proche de la demande finale, par exemple, et que le comportement des consommateurs à qui vous vendez est très lié à la météo. Si vous êtes très en amont de la supply chain, ça ne va pas forcément être impactant. Donc c'est à manier avec justesse. Ouais. Planisense aussi, c'est un éditeur. Vous avez créé Planisense il y a une dizaine d'années maintenant, mais avec justement cette approche d'intelligence artificielle, je vais dire presque avant l'heure, non? En fait, nous on utilise l'intelligence artificielle dans Planisense à 3 niveaux. Le premier, c'est l'assistance. Donc, on a intégré du coup l'IA générative pour assister
l'utilisateur, parce qu'on a entraîné cette IA sur pouvoir comprendre des plannings. Et s'il a une question, dire voilà, quels sont mes goulots d'étranglement, c'est quoi mes ressources critiques, l'IA est capable de lire les plannings et de pouvoir répondre en langage naturel les éléments, plutôt que d'aller chercher des informations des tableaux de bord, pouvoir le récupérer comme langage naturel. Le deuxième niveau, c'est la recommandation, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur fait des choses, le Planning Sense peut le recommander à ajuster parce qu'il considère qu'il a une meilleure possibilité. Et le dernier, c'est l'automatisation. C'est vraiment automatiser totalement la planification. Donc ça devient, on remplace le planificateur, où ça devient vraiment un système qui est auto-piloté et qui s'adapte en temps réel par rapport aux imprévus ou les événements qui se passent dans les ateliers de production, par exemple. Quand les clients viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont leurs attentes précisément? Ce qui est attendu, c'est les enjeux généralement, c'est de pouvoir d'une part améliorer les performances opérationnelles et pouvoir avoir plus de réactivité face à l'imprévu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu, on est dans des systèmes de plus en plus incertains et avec beaucoup plus de complexité. Et de pouvoir réagir rapidement lorsqu'on a un événement. Parce qu'aujourd'hui, si on a des systèmes de planification classiques, on va peut-être passer la journée à essayer de refaire des plans par rapport à ce qui est arrivé. Et une fois qu'on a fini notre plan, il est déjà faux parce qu'entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Donc chez Planning Sense, ce qu'on va venir chercher aussi, c'est ce côté de pouvoir se réadapter très vite, voire d'une manière automatique, à de l'incertitude, à des événements, et pour pouvoir du coup gagner en compétitivité, notamment avec cette réactivité. Je pense effectivement pour réagir que ce point est hyper important parce que vous disiez, est-ce que l'IA permet de mieux prévoir? La réponse est oui, on peut gagner des points d'accuracy, etc. Mais la prédiction ne sera jamais parfaite. Il n'y a jamais toutes les données dans le système, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Il y a des événements complètement, ce qu'on appelle les black swans en supply chain, l'Evergreen qui se bloque dans le canal de Suez, la guerre en Ukraine, etc. Bon, ça, c'est des choses, l'IA l'a jamais vu dans le passé, ça va être difficile de le prévoir. En revanche, effectivement, ça peut aider à gagner en agilité très fortement. Et donc, il y a un curseur à trouver entre essayer d'améliorer sa prévision, etc., mais aussi améliorer son agilité intrinsèque. Et ça passe du coup par des solutions qui sont hautement capables de générer un tas de simulations, de faire réagir, de s'adapter en live à un plan qui change. Traiter vraiment en temps réel ce qui se passe. Exactement. Et donc, c'est là que aussi... avoir un coup d'avance sur ce qui se passe, sur la détection de ce qui se passe, là, l'IA peut avoir un rôle à jouer. Donc, on n'est plus dans la prévision, on est dans la détection, là. Mais typiquement, on disait, oui, il faut capter les signaux faibles. Un exemple, c'est les news, par exemple. Quand on a une supply chain qui est complexe, où on a peut-être des milliers de fournisseurs de rang N, regardez ce qui se passe dans les différents pays et les informations qu'il peut y avoir en termes de inondations, incendies, etc., ça peut avoir un impact très concret sur ma supply chain. Et ça, l'IA générative peut vous aider, par exemple, à lire ces articles-là qui sont publiés tous les jours, à vous faire une synthèse et à vous dire, tiens, il s'est passé un incendie en Californie, tu as un fournisseur qui a une usine là-bas, c'est peut-être le moment de l'appeler pour vérifier s'il est impacté ou pas, et si potentiellement, dans 2 mois, tu auras un problème d'appro lié à ça. Oui, bien sûr. Eddy ? Là, clairement, on rentre dans la partie où l'IA peut vraiment être l'assistant plus pour le collaborateur qui, aujourd'hui, le planificateur, il a d'autres choses à faire, il est dans l'opérationnel, et là, l'IA peut clairement lui donner de la visibilité, collecte-moi de l'information déstructurée pour m'en faire une synthèse. Clairement, c'est un des aspects les plus intéressants, enthousiasmants de nos métiers en tant qu'éditeur, d'intégrer ça dans l'outil. Quand on parle d'IA, pourquoi la data est aussi importante? Parce qu'on mettre en place l'IA, c'est une chose, mais vraiment bien traiter la data, c'en est une autre. Est-ce que vous pouvez apporter un à nouveau, je pense que l'usage de la data dans l'IA, il est vraiment selon le type d'IA. Parce que si on parle de l'IA machine learning prédictive, prévision de vente, etc., la data, elle est fondamentale. Parce qu'il faut s'entraîner sur des données passées pour pouvoir inférer sur ce futur. Et donc, si on n'a pas l'historique des ventes, si on n'a pas tous ces influenceurs qu'on citait avant, on ne peut rien faire. Donc, effectivement, capter une bonne donnée, de bonne qualité, etc., c'est primordial. Ce qui est un peu différent sur le côté IA générative, c'est que là, le modèle, il est déjà fait. Il a déjà été entraîné, pré-entraîné, il a lu beaucoup de choses. Et donc, c'est ce qui se passe avec ChatGPT. Vous lui posez une question, il répond. Il a déjà intrinsèquement des connaissances qu'il a engrangées dans son entraînement. Donc, vous n'avez pas de connaissances stricto sensu à apporter au modèle. En revanche, si vous voulez qu'il soit vraiment pertinent dans votre contexte, il faut lui donner des informations contextuelles qui sont pertinentes sur votre cas d'usage. Et donc là, l'usage de la data, il n'est pas tellement pour l'entraînement, mais il est plutôt pour la contextualisation et ce qu'on cherche à faire. Donc c'était mon exemple sur lire les news. Il faut effectivement se connecter à ces
voilà, ces sites web ou ces canaux de distribution des news pour avoir de l'information et de l'analytique. Sinon, on n'a rien, effectivement. Mais l'usage est quand même un peu différent, voilà, entre l'entraînement et l'usage. Finalement, c'est pas ce qui est le plus compliqué d'avoir finalement une data propre, nettoyée, remise à jour régulièrement, Mehdi? Ouais, complètement. Je rebondis complètement sur ce que tu viens de dire. C'est qu'un des conseils qu'on donnerait, enfin que je donne personnellement aux entreprises qui souhaiteraient aller vers de l'IA, la première chose, c'est garder vos données, stockez-les. On a fait des centaines de projets prévision et souvent le constat quand on commence, c'est combien d'années d'historique vous disposez. On a 3 ans d'historique. Bon, c'est bien, mais c'est pas assez. Donc, le premier conseil que je donnerais aux entreprises qui veulent embrasser ce chemin, c'est déjà conserver vos données. Même si vous n'en avez pas encore l'utilité présentement, gardez-les parce que ça sera trop tard dans 2 ans de se dire, tiens, j'en avais besoin. Donc, c'est très compliqué d'avoir de la data et c'est là peu notre philosophie. C'est mieux vaut commencer simple, avec peut-être des algorithmes un peu plus robustes et après l'ouvrir vers l'IA quand on a les données, le bon niveau de maturité. Mais tu as tout à fait raison, la data est centrale dans l'IA. Oui. Nazim. Je suis forcément aligné à ça. C'est vrai que maintenir ces données, avoir des données propres, c'est pas le plus fun, mais pourtant, mais forcément, il faut commencer par là. C'est forcément, si on n'a pas des données, forcément, ça va se baser sur des choses fausses et le résultat en sera. Alors, quel conseil vous donnez justement à vos clients pour qu'ils aient des données propres, nettoyées? Un conseil, c'est difficile à dire, mais c'est principalement, en fait, souvent, le nettoyage de données se fait au moment du projet. On décide de faire un projet parce qu'on veut améliorer notre réactivité, nos performances opérationnelles. Dans ce cas-là, on va se lancer un projet. Et dans ce projet-là, on va s'apercevoir au début du projet que finalement, la data, elle n'est pas... et que ça nécessite, du coup, souvent, ça crée des tâches en plus et voire potentiellement des décalages de planning. Donc, le seul conseil que je dis, c'est que forcément, les données qui sont dans les entreprises sont une matière première qu'il faut bien maintenir parce que c'est quelque chose qui va être forcément positif pour l'entreprise lorsqu'elle décidera d'améliorer ses process. Quand on a mis en place un SNOP, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un outil comme le vôtre qui intègre justement cette dimension IA? Ce que tu veux dire, c'est mettre en place un outil SNOP, mettre en place un process SNOP, et en termes d'outils, qu'est-ce que ça peut ajouter? En fait, ça permet de structurer ce process-là d'SNOP, de pouvoir aussi apporter de la profondeur, notamment avec quelque chose qui va permettre de proposer des solutions en automatique, de pouvoir faire des simulations en temps réel, créer des scénarios, pouvoir les comparer sur la base d'indicateurs de performance. C'est tout ça que ça va apporter à s'outiller en plus du process opérationnel. D'accord. Alors on parle des outils, et je pense qu'on pourrait aussi parler des hommes et des femmes, bien sûr, parce que l'IA suppose aussi d'avoir un certain nombre de compétences, y compris en interne. Comment est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les clients, les entreprises que vous rencontrez sont suffisamment matures et ont en interne justement les compétences nécessaires pour mettre en place ce genre de projet? Je pense qu'effectivement, déjà la question n'a échappé à personne. C'est-à-dire que cette question-là, tous mes clients me la posent, tout le monde se la pose. Et on observe quand même une vraie séparation entre les entreprises qui ont pris la vague de la data il y a déjà quelques années. On utilise beaucoup le terme big data à l'époque, etc. Ouais. Mais le fait de dire, déjà, je vais centraliser toutes mes données, je vais faire beaucoup de dashboards, d'analytiques, etc. Et ça, il y a toute une partie des entreprises qui ont pris cette vague déjà il y a un certain temps et qui aujourd'hui, du coup, ont structuré un patrimoine assez impressionnant qui peut être, du coup, utilisé beaucoup plus accessible pour aller plus loin et faire ces cas d'usage avancés. Et de l'autre côté, il y a d'autres entreprises qui n'ont pas forcément pris ce virage et qui aujourd'hui, du coup, voient arriver la vague de l'IA générative, voient arriver, du coup, le potentiel de toutes ces nouvelles méthodes et sont potentiellement un peu perdus et n'ont pas déjà ce niveau de maturité. Donc nous, le conseil qu'on donne quand même à nos clients, c'est qu'il n'est pas trop tard pour démarrer et qu'il y a un vrai intérêt et une nécessité même à construire ces compétences en interne. Ça n'a pas forcément obligé de se dire il faut absolument engager un département de data entier dès le premier jour et d'avoir une armée de data scientists. Les technologies ont évolué, elles sont de plus en plus accessibles malgré tout. Aujourd'hui, avec quelques profils bien choisis de data engineering, de AI engineer si on est très orienté IA, ou de data scientist, de data analyst aussi quand même, parce que ça commence par déjà savoir ce qu'on a comme données. Voilà, avec quelques personnes, on arrive à construire un noyau dur qui peut commencer déjà à faire une vraie différence.
Et ce qu'on nous on recommande, et le chemin que choisissent la plupart de nos clients, c'est travailler sur des projets focalisés. Travailler sur des use cases précis et se dire, j'investis sciemment sur un usage qui va avoir un business case, qui va avoir un ROI, et ensuite je capitalise dessus pour aller chercher des cas d'usage qui vont être peut-être un peu moins accessibles, un peu moins directs, mais j'aurais déjà construit ce noyau dur de compétences. Colibri, vous qui avez des clients qui sont plutôt des ETI, hein, c'est ça, est-ce que justement, chez ces clients, il y a les compétences, vous trouvez des interlocuteurs qui ont vraiment la maturité pour mettre en place ce type d'organisation? Alors, il est vrai qu'effectivement, quand on regarde un peu le panel de nos clients, c'est quelque chose qui n'est pas encore prégnant dans les skills des personnes avec qui on travaille. Mais je pense que nous, plutôt en tant qu'éditeurs, tout le challenge va être justement de rendre accessible l'IA de manière intelligible et simple. Vous voyez, on a tous parlé des LLM. ChatGPT, pourquoi est-ce que l'IA a explosé? C'est parce que tout le monde a utilisé ChatGPT et ce qui en a fait sa force, c'est sa simplicité. Vous avez juste un petit carré, vous expliquez, vous tapez dedans. Donc en tant qu'éditeur, nous, toute la complexité, tout le challenge va être de rendre justement l'IA la plus transparente et la plus intelligible pour des personnes qui ne sont pas forcément des data engineers. On a parlé un exemple très simple de data. Dans le machine learning, il va tout avoir un travail de choisir les bonnes variables. Nous, en tant qu'éditeur, on va essayer de faire en sorte que ce travail-là soit automatique avec un rendu qui soit intelligible pour monsieur tout le monde, pour comprendre qu'est-ce qui impacte ses prévisions. Donc je dirais que c'est effectivement une bonne pratique de commencer à avoir des skills dans ces équipes, mais aujourd'hui, clairement, on n'a pas assez chez nos clients des personnes qui ont ce background. ChatGPT, ça va changer beaucoup de choses. Enfin, quel va être l'impact? Là, on a du mal aussi à vraiment... Enfin, on pressent qu'il va se passer quelque chose, mais on ne voit pas très bien encore quel va être... concrètement, l'impact que ça va avoir sur les métiers de la supply chain, selon vous, comment vous voyez? C'est l'assistance de manière générale. Ouais. Assister les personnes dans leur quotidien. Nous, on a intégré du coup de l'IA générative dans Planisense pour pouvoir assister le planificateur. Avant, on avait des tableaux de bord avec il y a toujours ça, des tableaux de bord avec plein d'indicateurs. On a besoin de l'info, on va faire des extractions, etc. On va avoir l'info. Maintenant, si on entraîne des IA sur des contextes de planification, c'est ce qu'on a fait chez Planisense. Ça permet de pouvoir assister à l'utilisateur pour dire avec du langage naturel ou même certaines choses, aller pouvoir lire les choses pour lui et pouvoir le structurer de manière à avoir la réponse la plus pertinente donc ça l'assiste à son quotidien. Oui. Je pense que c'est le principal intérêt que ça va apporter, en tout cas dans les années à venir dans la supply. Effectivement, je rejoins ça, on le voit beaucoup, c'est en soi le LLM, une fois qu'il est connecté contextuellement à des données de l'entreprise, ça le rend vraiment utile, parce qu'en soi le LLM, s'il connaît juste son pré-entraînement, il ne sert pas à grand chose. Mais une fois qu'il est connecté, effectivement, les cas d'usage classiques, c'est chercher de la documentation dans ma solution, c'est aller générer des alertes, lire les tableaux de bord à ma place, c'est faire de l'analyse ad hoc en parlant comme si on parlait à son analyste plutôt qu'à aller faire des requêtes SQL. Donc ça rend aussi plus accessible l'analytique à des profils qui ne sont pas techniques. Ça, c'est effectivement tout ce qui rentrerait dans ce que tu appelles l'assistance, effectivement. Et puis, c'est aussi, je pense, la capacité à réconcilier deux mondes en supply chain qui se parlaient aujourd'hui qu'à travers des humains. Je m'explique, moi j'appelle ça l'iceberg de la supply chain. Vous avez la partie émergée, c'est tout ce qui se passe dans les systèmes, voilà, les plans, le plan de demande, le plan d'appro, la simulation, etc. Et puis vous avez toute la partie sous l'eau, qui est les échanges qu'il y a entre les humains de la supply chain. Et la supply chain étendue, donc pas juste les demand planners, mais aussi le marketing, merchandising, le commercial, etc., et les fournisseurs, les clients. Et tous ces échanges-là, c'est des échanges humain-humain. Ils s'échangent beaucoup d'informations non structurées, des insights, des retards de livraison, des choses qui se passent. Il y a toute une partie du travail du planner aujourd'hui, c'est de refléter ce qui se passe dans cette partie cachée de l'iceberg dans les plans. Et inversement, prendre de l'information du plan et communiquer de la visibilité. Et donc nous, ce qu'on pense et qu'on commence à voir, c'est que l'IA générative, les LLM, peut aider à faire ce passage-là et à représenter une forme d'assistance qui va aider à refléter plus rapidement dans les plans ce qui s'est passé dans la vie réelle, physique et les échanges qu'il y a entre les personnes de la supply chain, et inversement à donner plus de visibilité. Donc ça paraît un peu théorique comme ça, nous on l'a appelé Supply Chain Copilot, ce concept, mais c'est vraiment cette idée d'un assistant qui vous permet d'utiliser davantage ce que vous savez et de plus vite faire le pont avec ce qu'il y a dans les systèmes, et dans les deux sens. Et est-ce que ça va rapprocher justement les populations qui, au sein d'entreprises, sont les spécialistes de
de l'IT et puis les gens du métier. Est-ce que c'est de nature justement à rapprocher ces deux populations pour faire en sorte que finalement la technologie soit au service du process, quoi. Oui, je pense que c'est un bon point. En tout cas, ça rend accessible des choses qui sont assez avancées et on n'a plus besoin d'être effectivement un profil hyper technique pour faire de l'analytique avancée si on a une bonne IA qui sait faire ça. Mais bon, encore faut-il les construire, ces systèmes. Et effectivement, il y a beaucoup de nos clients qui nous disent « j'attends beaucoup de mes éditeurs sur ces volets-là », parce qu'effectivement, en interne, la marche est haute quand même, il faut investir, etc. Ouais. Mehdi. Ouais, complètement. Je rejoins complètement ce qu'on vient de se dire. C'est que nous, en tant qu'éditeurs, finalement, l'IA va être une formidable opportunité, mais aussi un challenge, parce qu'il va falloir repenser nos outils. Comme tu l'as dit, il aime les interactions dans l'entreprise. Moi, je prends un exemple très simple. Dans le SNOP, il y a une phase de prévision. On va demander à des commerciaux de venir dans l'outil. Ça, d'expérience, on sait tous que c'est un frein d'aller dans un outil. Le côté, même si c'est l'outil le plus joli, le plus intuitif, c'est compliqué. Et voilà, l'intérêt peut-être de l'IA de demain, ça va être de pouvoir avoir son assistant, le commercial va dicter ses notes et automatiquement va être retranscrit dans l'outil pour mettre à jour le plan. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment et pour limiter en fait cette barrière. Alors ça a un côté un peu moins humain, mais ça va permettre finalement de faire fédérer plus d'utilisateurs dans l'outil. C'est un excellent exemple du concept que j'expliquais. Dans l'autre sens, si on prend l'autre côté de la chaîne d'approvisionnement, plutôt sur le rôle de l'approvisionneur, il y a encore beaucoup d'échanges dans l'entreprise où c'est je t'envoie un mail ou je te passe un coup de téléphone à mon fournisseur pour confirmer une livraison, pour décaler une date, pour changer une quantité. Et ça, c'est des échanges qui vont au fur et à mesure s'automatiser complètement, passer d'IA à IA. Raisonnablement, c'est des IA qui vont se répondre. Ça commence déjà à arriver. Microsoft Dynamics, maintenant, l'ERP, en standard, propose un agent qui fait un agent d'approvisionnement, qui surveille la boîte mail de l'approvisionneur et qui regarde toutes les confirmations qu'envoient les personnes par email et qui vous disent « Ah bah, là j'ai une confirmation de tel ordre, je le reflète tout de suite dans l'ERP, dans le PO qui correspond. » Et qui même veille la boîte mail en détection permanente pour faire de l'amélioration continue. Par exemple, se dire « Ah, je remarque que tous les lundis, tu parles à ce fournisseur. Veux-tu que le dimanche soir, je t'envoie un récap des échanges de la semaine d'avant ?» Et donc, finalement, l'IA apprend du métier. Pour l'instant, c'est un assistant. Copilote, c'est le concept. Donc, l'humain reste dans le contrôle du process, dans la décision qui va être prise. Mais on voit assez rapidement qu'au fur et à mesure que ces systèmes vont s'améliorer, que ça va largement augmenter la productivité des L'IA ne va pas remplacer le prévisionniste, quand même, rassurez-moi. Là. À ce stade, je pense qu'il faut être très vigilant sur l'output, de se dire qu'il y a quand même des vraies décisions qui sont prises par rapport à ça. Se tromper sur une preuve, ça a des conséquences qui peuvent être conséquentes. Faire confirmer le mauvais PO, effectivement aussi, ça peut mettre toute une chaîne en rupture. Donc l'approche, en tout cas de nos clients jusque-là, c'est human is the loop. C'est dire, je vais quand même avoir un planeur qui va tamponner à la fin la décision qui est prise. Et l'idée de l'IA, c'est aider à faciliter tout le back-office, finalement, mais à la fin, c'est le planeur qui valide. C'est vrai aujourd'hui. À la vitesse à laquelle l'IA va, peut-être dans 5 ans, on pourra dire que oui, il y a 80% des ordres qui se font en automatique et il n'y a personne qui regarde. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire. Non, c'est clairement l'avenir. C'est l'automatisation des choses. Et clairement, aujourd'hui même, avec Planisys, on arrive à réduire considérablement la charge des planificateurs, voire se passer de planificateurs dans certains cas. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui... Aujourd'hui, ce sont des assistants. Demain, l'IA prendra des décisions. Non, parce que là, tout à l'heure, pour l'assistant, on parlait surtout de l'IA générative, qui est ChatGPT. Mais avec d'autres types d'IA, aujourd'hui, on arrive à automatiser la planification dès maintenant. Ce n'est pas que de l'assistanat, mais c'est vraiment l'automatisation. On le fait chez plusieurs de nos clients, notamment Forvia, on commence à le faire pour Bell. Sur des références qui sont limitées et récurrentes. Non, pas forcément. On peut automatiser tout un atelier de production, par exemple, avec où toutes les 5 minutes adapter le planning par rapport à ce qui s'est passé réellement, par rapport à ce qui est réellement produit, ce qui a été réellement produit, par rapport à ce qu'on a réellement consommé. Donc on est capable aujourd'hui de l'automatiser totalement. Il y a des planificateurs qui regardent, mais aujourd'hui les opérateurs sur les lignes de production suivent un planning qui est créé par du coup une IA et qui est mise à jour par une IA toutes les 5 minutes. Donc on arrive vraiment à l'automatisation et ma vision c'est que ça va plutôt aller dans ce sens-là. Quel type de client, quel type d'utilisateur? Ceux qui suivent le planning, c'est les opérateurs directement sur ligne. C'est donc ils vont suivre. Non, mais dans quel secteur d'activité ça Dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, on arrive à faire ça. Donc, c'est clairement aujourd'hui, ça fait partie. Donc les projets qu'on fait systématiquement maintenant, on automatise les choses grâce à l'IA.
Donc c'est pas du machine learning ou de l'IA générative, mais c'est d'autres types d'IA, type l'optimisation combinatoire, les métaheuristiques, qui permettent de proposer des solutions automatiques à un contexte. Et comme dans Planissas, on arrive à modéliser assez finement les choses, on arrive à proposer des solutions qui sont proches de la réalité, et qui s'adaptent en temps réel par rapport à ce qui se passe réellement. Donc ça devient comme un GPS, comme dans votre véhicule. Vous mettez Waze, il vous donne le chemin, et si vous avez une bifurcation ou peu importe d'un bouchon, il va reproposer un chemin qui prend en compte ce nouveau contexte. Ça permet quoi? De gagner du temps Réactivité, on peut, et surtout d'avoir un planning qui soit vrai. Parce que ce que je disais tout à l'heure, si on passe la journée à faire un planning, une fois qu'on a fini, c'est déjà faux parce que le contexte il a évolué entre-temps, il y a eu des imprévus. Des absences, on est en retard sur certains points. Là, l'idée, c'est de pouvoir se réadapter très vite et proposer toujours la meilleure solution avec notamment de l'optimisation qui permet de donner des objectifs d'optimisation des performances opérationnelles. D'accord. On a besoin de moins de monde aussi. Ça permet de réduire aussi 50% les ETP en termes de planificateurs. D'accord. On parlait des secteurs là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus matures que d'autres? Est-ce que dans certains types d'industries, l'IA est rentrée un peu plus dans les mœurs que d'autres? C'est une très bonne question. Alors, moi, comme ça, je ne vois pas de pattern qui se dégagerait en disant forcément c'est certains secteurs qui sont plus matures que d'autres. Je pense que c'est avant tout des tailles d'entreprise quand même. Les grands groupes ont beaucoup investi, ils ont tous maintenant des équipes data conséquentes, qui d'ailleurs sont souvent structurées par domaine métier, donc il y a carrément une équipe data for supply chain dans la plupart des grands groupes. Les ETI, c'est là que la maturité peut être très hétérogène. Il y a des ETI très visionnaires qui ont investi très tôt sur ces sujets, et d'autres qui effectivement s'y mettent juste. Donc je dirais pas qu'il y a un dégagement très, très net sur les secteurs. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les cas d'usage sont très différents d'un secteur à l'autre. On parlait de l'automobile. Oui, l'automobile, c'est des supply chains complexes avec énormément de fournisseurs. Et donc, les enjeux, ils sont là. Maîtriser ma chaîne amont. Sur l'aval, oui, il faut bien ordonnancer, etc. Mais la complexité ou l'optimisation qui peut rester grâce à l'IA est moindre, alors que maîtriser un réseau de fournisseurs comme ça, là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et où l'IA peut apporter beaucoup. Et si je prends à l'inverse dans le luxe, par exemple, c'est l'inverse. C'est plutôt sur la supply chain aval qu'il va falloir beaucoup travailler pour améliorer en réactivité, suivre les enjeux sustainability, par exemple. Il y a beaucoup de transport dans le luxe encore qui se fait par avion. Et dire que du jour au lendemain, on veut tout shifter par bateau, tout de suite, ça impose de repenser sa supply chain et de se dire, s'il faut que je prévoie non plus bien à 1 ou 2 semaines pour avoir des délais avion, mais que j'ai le même niveau de fiabilité, mais cette fois-ci à 3-4 mois, il faut que je remette en question mon système de prévision et de planification. Et qu'est-ce qui peut m'aider à le faire? L'IA peut être une réponse. Ok. Je me tourne vers la régie, et plus particulièrement vers Hervé, pour savoir si nous avons des questions en régie. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Vous avez dit, si 3 ans d'historique ne suffisent pas pour l'IA, combien d'années d'historique faudrait-il idéalement? Alors, pour l'épreuve, 3 ans d'historique. C'est vrai que si on réfléchit, même indépendamment de l'IA, même avec des modèles plus robustes comme le lissage exponentiel, si on n'a que 24 mois, ça fait que 2 points. Si on est au mois, ça fait que 2 mois de disponible. Donc c'est très peu. Je dirais qu'il faudrait, en plus, dans la logique de machine learning et la logique d'auto-apprentissage, donc de prendre une partie des historiques, de se mettre dans le passé, de s'entraîner et de se tester. Donc voilà, si je devais donner un chiffre, je dirais au moins 4-5 ans à la maille mensuelle pour pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Et je rejoins assez bien ça. Et après, c'est qu'on sous-estime aussi beaucoup la valeur déjà qu'il y a dans les données qu'on a. Et donc même avec 3 ans, souvent les 3 ans d'historique, ils sont déjà un peu sous-exploités. Et donc se dire, je regarde vraiment ces années-là, ce qu'il y a comme pattern d'influence, ce que j'exploite comme variable ou comme feature pour prendre le terme technique. Déjà, rien que là, dans ce dataset, il y a de la valeur. Il y a de la valeur à aller chercher, souvent qui est sous-exploitée parce que on n'a jamais fait l'effort d'aller au bout du sujet. Mais effectivement, plus c'est mieux. Je ne peux pas dire le contraire. Et après, il y a aussi un biais que je rencontre beaucoup qui est il suffit d'intégrer une donnée exogène et le modèle va comprendre et il va pouvoir prédire à partir de ça.
Exemple, dans le luxe, on parlait du luxe, la variation des taux de change, c'est un influenceur assez conséquent sur les flux touristiques. Et on peut se dire, il suffit de mettre les taux de change dans le modèle et il va comprendre les dynamiques qu'il y a. Pas tant que ça, parce que des variations de taux de change suffisamment conséquentes pour induire une différence mesurable sur les ventes, il n'y en a pas eu tant que ça d'exemples dans le passé. Donc effectivement, dans les 3 ans, il y a peut-être un événement, et pour que la machine elle comprenne ça de un événement, c'est quasi impossible. Si les droits de douane, par exemple, venaient à changer, là aussi... L'augmentation du prix du gasoil, qui est passé du jour au lendemain à 2 €, et je ne sais jamais arrivé, comment, s'il n'y a pas d'historique là-dessus, on ne peut pas le prévoir. Voilà, et effectivement, alors nous, on a travaillé particulièrement pour un constructeur automobile sur la prédiction de la demande des véhicules. Et oui, les variables exogènes, elles sont indispensables. La fiscalité, la variation du prix du gasoil pour le mix l'équilibre énergétique des moteurs des véhicules. Oui, c'est indispensable. En revanche, effectivement, il faut les construire intelligemment dans l'outil, parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de comment ça s'est passé dans le passé. Bien sûr. Hervé ? Quelle est la qualité des résultats donnés par l'IA ? ChatGPT, qui est l'un des leaders sur le marché, reconnaît une qualité de réponse fiable à environ 38%. Comment vous gérez la qualité des résultats générés ? On a des questions pointues, quand même. Ouais. En tout cas, si je peux répondre sur notre partie, c'est intéressant parce que, ça dépend de qu'est-ce qu'on mesure. Si on parle de mesurer de la fiabilité de prévision, par exemple, un événement, quelque chose qui est assez simple et qui est tangible, c'est de se mettre dans le passé, d'occulter une partie d'historique et de se mesurer à la réalité. Donc, dans certaines sphères, notamment tout ce qui est calcul de planification, de plan, c'est une méthode qui est usuellement utilisée. On occulte une partie des données, on fait tourner le modèle et on mesure l'écart à la réalité. Donc ça, c'est tangible. Ça permet de voir comment est-ce qu'un algorithme, notamment de prévision, est cohérent. Par contre, si on utilise ChatGPT pour faire de la prévision, là, la fiabilité va être bien différente, puisque ce n'est pas un modèle qui a été entraîné spécifiquement pour ça. Oui, bien sûr. Ouais, effectivement. Et alors, du coup, pour répondre sur l'autre pendant des usages un peu IA générative, on parle... Il y a effectivement le concept d'accuracy, puis il y a le concept de qualité de la réponse. Le concept d'accuracy, c'est typiquement quand on va demander à un modèle d'aller chercher une information. Donc si on est dans l'exemple qui était donné de rechercher de la doc de mon éditeur, on peut construire un jeu de données de test où on pose des questions bien définies et on s'attend à ce que l'assistant il nous retrouve la bonne page, le bon paragraphe qui parle de effectivement comment je saisis la transaction numéro X42 dans l'outil. Donc ça, on peut construire ce jeu de données de test et mesurer effectivement en continu, est-ce que l'assistant continue à bien répondre. Et c'est intéressant et important de le mesurer en continu parce que les systèmes évoluent, même du coup les LLM, généralement c'est pas nous qui les développons, donc c'est OpenAI, c'est Anthropic, etc. Et donc ils peuvent les faire évoluer, et donc du jour au lendemain, vous pouvez avoir un modèle qui augmente en accuracy ou qui diminue. Bon, la tendance est plutôt à l'augmentation, mais malgré tout, on peut avoir des comportements un peu bizarres. Donc il est important de mesurer effectivement cette précision la recherche d'informations. Mais la recherche d'informations, c'est qu'une partie des cas, il y a des cas où vous ne recherchez pas, vous générez de l'information. Et donc là, c'est pas tellement une question d'accuracy, mais plutôt de qualité de la réponse. Et donc là, il faut encore un juge. Voilà. Et le juge, souvent, ça reste l'humain qui est derrière l'écran et qui va dire ça c'est nul ce que tu m'as donné ou ça c'est plutôt bien. Et donc dans tous les systèmes, d'ailleurs on le voit en tant que consommateur dans ChatGPT, il y a un bouton like, dislike pour dire au concepteur de la solution, ça c'était bien ou ça c'était pas bien. Et après ça c'est réutilisé dans l'entraînement pour se dire comment je m'améliore dans les situations où le modèle il a mal répondu ou il n'a pas fait quelque chose de satisfaisant. Donc voilà, accuracy oui, mais aussi qualité. Ouais. Ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement il faut mesurer cette accuracy qualité. Aujourd'hui on peut continuer à calibrer ces moteurs qui permettent de pouvoir continuer à améliorer la fiabilité et la pertinence des résultats. Donc, c'est aussi un élément. ChatGPT, on ne va pas pouvoir calibrer ChatGPT. En tout cas, on peut l'entraîner sur des bases particulières, mais dans certains types d'IA, on peut calibrer cette IA de manière à que ça sorte des choses beaucoup plus pertinentes. Donc, pour l'idée, c'est de rapprocher le plus de la réalité. D'accord. Hervé ? Excusez-moi. Comment appréhendez-vous le frein au changement dans l'adoption de ces nouvelles méthodes avec l'IA ? Bois un verre d'eau, Hervé, ça va. Effectivement, le sujet du changement, il est majeur. Enfin, je veux dire, quand on parle des impacts que ça a, quand on parle de réduire de 50% les ETP, nous aussi, on voit ce type de benchmark, se dire les tâches administratives que fait un planeur dans son quotidien, ça représente effectivement 20 à 50% de son temps. Et ces 20 à 50% qui vont être réduits très significativement, voire complètement éliminés. Donc oui, forcément, la première réaction, ça peut faire peur.
Ouais. Donc l'accompagnement au changement, il est primordial. Il est primordial parce que c'est aussi un outil. Donc il faut pouvoir l'apprivoiser, se dire comment ça fonctionne, démystifier un certain nombre de choses aussi. Ouais. Je pense que la session d'aujourd'hui, il participe. Le but de se dire, ça fait plein de choses, c'est génial, mais il y a plein de choses que ça ne sait pas faire non plus. Il y a des limites d'accuracy, on en parlait, des limites d'hallucination, voilà, si on parle que de l'IA générative. Donc il faut être conscient aussi des limites. Donc pour en revenir à la question, il faut vraiment, effectivement, former les gens, démystifier un certain nombre de choses sur les concepts, qu'ils apprivoisent ces nouveaux outils. Et puis, je pense qu'à un moment, ça va devenir assez naturel. Aujourd'hui, il n'y a pas de planeurs qui viennent vous voir en disant, en challengeant le MRP ou le DRP et en disant, je ne comprends pas le calcul, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je pense que voilà, d'ici quelques temps, ça va mettre un peu de temps, mais ça va devenir aussi évident pour tout le monde de dire, oui, c'est une IA qui a fait le planning, et alors mais effectivement, à ce stade, on est pile dans cette barrière où il y a beaucoup de préconceptions, il y a beaucoup de mythes à faire tomber, et donc il y a un niveau aussi d'angoisse qui peut se créer et qu'il faut pouvoir ramener à la réalité du terrain. Est-ce que l'IA va se démocratiser? Est-ce que je crois que les Chinois sont très, très, très agressifs sur ce terrain-là et ont tendance aussi à arriver avec des produits qui vont être moins chers. Comment vous voyez justement le Je pense que ça démocratise déjà. Oui, mais ça va encore s'accélérer, la démocratie. Il y a beaucoup de modèles qui sont open source à utiliser. Clairement, ça va à une vitesse grand V et que derrière, aujourd'hui, de plus en plus de gens utilisent ça au quotidien. Je reviens rapidement sur la question d'avant. Je disais que pour l'adoption de l'IA, justement, avec la démocratisation, je pense que ce qui est important, c'est aussi en fait, ce qui crée beaucoup de la réticence à l'utilisation, c'est l'effet black box. Donc, on ne comprend pas du tout ce que ça fait. Donc, il y a des IA qui ont plus une approche white box, du coup, qui vont essayer d'émuler ce que faisaient avant les utilisateurs. Donc, c'est nettement plus compréhensible pour eux et ça facilite l'adoption. Et ce qui maximisera aussi, du coup, la démocratisation des... Peut-être, comme dit Guillaume, après, on se posera moins les questions. Mais aujourd'hui, pour continuer la démocratisation de ces outils-là, c'est plutôt les approches white box qui marchent bien. Et effectivement, pour compléter la réponse, il y a mettre dans les mains des gens des outils faciles à utiliser. Mehdi, c'est toi qui disais ça. Voilà, des outils pré-pensés, bien construits, avec une bonne interface et qui rendent vraiment service dans le quotidien. Donc ça, c'est tout un côté où la barre est haute quand même pour les éditeurs et les concepteurs de solutions d'avoir quelque chose qui est vraiment utile et exploitable. Et puis, il y a le côté usage dans notre quotidien, finalement, de travailleurs, d'employés, qui, effectivement, bénéficie de l'IA générative cette fois-ci sur toutes les tâches bureautiques et administratives où en général, on n'a pas trop envie de passer de temps. Et ça, je pense que c'est une transformation à deux niveaux. Il y a effectivement des cas d'usage hyper focalisés, porteurs de valeur, apportés par des éditeurs ou par des solutions internes. La prévision de vente, c'est un exemple classique. Et puis, il y a tous les cas, on va dire, du commun des mortels, où, oui, il me faut un assistant pour générer des comptes rendus de réunion. Et ça a l'air de rien, mais finalement, ça fait gagner déjà du temps. Et je peux me concentrer sur le cœur de mon job, qui est faire des meilleurs plans ou m'adapter aux aléas. Donc, la démocratisation, elle passe certes par le domaine, mais aussi par mettre dans les mains de tout le monde des outils véritablement utiles, sans avoir à avoir des experts du prompt. Et ça va venir aussi de la direction. Nous, on le constate aujourd'hui, il y a de plus en plus de directions générales qui sont sensibilisées à l'importance de l'IA et qui commencent à dire, voilà, dans les choix d'outils, dans la stratégie informatique de ma société, je veux commencer à infuser de l'IA à tous les étages. Et donc, ça va mécaniquement baisser. Finalement, l'IA va devenir de plus en plus aussi démocratisée en entreprise parce que la décision va venir d'en haut et on va vouloir intégrer des outils. Ce qui n'était pas le cas encore. Mais ça passe aussi, comme on le disait tout à l'heure, par une stratégie RH aussi adaptée. C'est effectivement un tout. En fait, on ne peut pas construire une stratégie IA de manière isolée. C'est une stratégie data, voire une stratégie digitale. Tout est lié, tout est imbriqué. Après, c'est juste que ça prend différentes formes d'implémentation entre un soft, entre une construction ad hoc en interne, voire en externe, etc. Hervé ? Avez-vous des cas d'usage dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit déjà des cas en application ou des cas à venir? Alors, la pharma, vous avez des cas d'usage en pharma. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de la maturité des secteurs, je pensais justement à la pharma qui a souvent été un petit peu
en avance parce que bon, elle a des spécificités qui sont liées à la nature des produits. Oui, alors je peux peut-être commencer, mais donc nous on travaille avec Servier par exemple, j'en parle un peu parce qu'ils sont déjà venus sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Pour partager notamment ce qu'ils faisaient sur la partie impact environnemental de la supply chain. Donc oui, par exemple, ça c'était un des cas d'usage, mesurer le footprint carbone de toute la supply chain, de tous les transports. Il y a un peu d'IA dedans parce qu'il faut inférer des zones de données où on n'a pas d'informations. Donc il y a un peu de prédictif de dire cette route-là, point A, point B, je pense que c'est tant d'impact carbone parce que juste l'information ne remonte pas, elle est inconnue. Ou en tout cas au niveau de détail dont on a besoin. La prévision de vente est aussi un classique. Dans la pharma, Sanofi communique beaucoup sur ce qu'ils ont fait et ils ont été un peu pionniers en la matière il y a quelques années. La politique de stock aussi est indispensable, surtout dans ce secteur-là où la rupture peut être réglementairement interdite. Il faut avoir des niveaux de stock garantis sur parce que c'est des produits critiques pour la vie des gens. Donc il y a certains produits où effectivement il y a des niveaux de stock à garantir. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des niveaux d'incertitude qui sont trop élevés. Donc, certes, oui, il faut de la sécurité, mais on essaye de ne pas exploser les niveaux de stock et mettre des sécurités partout. Donc, oui, il y a de l'optimisation autour de ça. Donc là, il y a pas mal de choses autour de la supply chain aval. Et puis, il y a énormément d'applications dans le champ R&D. Bon, là, on sort un peu de la supply chain, mais effectivement, trouver des nouvelles molécules, faire de la veille de brevets qui sont déposés par les autres industriels. Beaucoup de choses qui se font également autour de ça. Donc, le champ est vaste et Servier, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 personnes, l'équipe data. Ah ouais. Il est réparti par domaine. Ouais. En supply chain, c'est une quinzaine de personnes. Non, ce que je voulais dire, nous, côté industrie, que ce soit industrie pharma ou agroalimentaire ou cosmétique, c'est des problématiques assez similaires parce que tous ont des enjeux qualité importants sur la ligne de production. Traçabilité aussi. Traçabilité, etc. Donc, clairement, nous, le cas d'usage, c'est ce que je dis, le cas d'usage qu'on fait pour les cosmétiques aussi, pour l'agroalimentaire, c'est pour automatiser la planification des ateliers de production. C'est s'adapter en temps réel par rapport aux événements qui se passent sur l'atelier. Imaginons qu'on a un lot qui finalement n'a pas été libéré dans les temps, comment on adapte le planning automatiquement par rapport à ça. Donc, c'est typiquement les cas d'usage qu'on peut avoir chez PlanSense. Peut-être juste un exemple aussi pour rebondir sur le cas de la prévision, notamment dans la parapharmacie, on est très liés, les prévisions de vente sont très liées en fait dans combien de canaux vous êtes distribués. Si vous êtes distribué dans une officine ou dans 150 ou 10 000 pharmacies, ça va pas être la même prévision. Donc là, je prends un exemple très très simple, mais pour que tout le monde l'ait, savoir en fait dans combien de magasins on est référencé, dans combien de pharmacies on est référencé, pour corréler ma prévision de vente avec cette variable externe. Et ça, c'est un exemple d'utilisation de l'IA pour faire des prévisions plus robustes. Si demain, on est référencé dans 2 fois plus de pharmacies, quelle va être ma prévision ? Autre exemple, plus sur la partie manufacturing, mais il y a tout le côté recommandation sur la production et sur les paramètres qui influent la qualité des batchs. Se dire, en fait, comment est-ce que je peux comprendre de tous les influenceurs de mon batch de médicaments, ce qui fait qu'il est OK ou KO qualité à la fin. Ouais. Et il y a plein d'influenceurs, il y a les paramètres de la machine, il y a le taux d'humidité, il y a qui était le fournisseur de cette matière-là spécifique, parce que j'ai peut-être changé de fournisseur d'une semaine à l'autre. Donc il y a plein de variables d'influence, et il y a un des rôles du coup d'un data scientist, ça peut être de comprendre ces intercorrélations qui existent entre ces variables d'influence pour vous dire quelle est la meilleure combinatoire de paramètres pour garantir ou presque améliorer la garantie qu'on aura un bon niveau de qualité à la sortie. Ça, effectivement, en pharma, c'est indispensable. Et comme c'est une science du vivant, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et bon, j'aurais pas la prétention de dire qu'on prend tous les paramètres, mais déjà, on sort effectivement des facteurs d'influence qui sont pas évidents à l'humain, même aux experts qui travaillent sur la machine depuis une vingtaine d'années. Je crois qu'on a beaucoup de questions, Hervé. Comment est-ce que je protège les données de mon client en utilisant ces données dans l'IA ? Il ne faut pas mettre les données du client sur ChatGPT. Déjà, c'est le premier. C'est le premier réflexe. Ouais. Non, aujourd'hui, beaucoup ont des propres, en tout cas si ça reste sur le génératif, leur propre instance qui soit pas ouverte à l'extérieur. Mais de manière générale, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut lire les petites lignes déjà de chaque. Non, mais effectivement, pour expliquer un peu la question, peut-être pour tout le monde, c'est que tout ce qu'on tape dans ChatGPT, l'interface publique, c'est dans les conditions générales, peut être réemployé par OpenAI pour réentraîner ses modèles. Et c'est le cas de pratiquement tous les providers de LLM.
Donc ça veut dire qu'effectivement, quelques mois plus tard, si vous posez une question suffisamment précise, vous allez retrouver ce que vous avez tapé. Donc c'est dangereux. Voilà. Ouais. Il ne faut pas faire ça. En revanche, effectivement, il y a quand même des parades à ça. Enfin, voilà, on sait déployer des modèles sécurisés. Et après, selon le niveau de sécurité qu'on met, il y a différents modes de déploiement. Il y a utiliser des modèles préentraînés déployés chez des providers cloud. Enfin, Azure communique beaucoup là-dessus. Ils ont un partenariat avec OpenAI où ils utilisent un modèle, le modèle d'OpenAI, mais cette fois-ci où c'est garanti que OpenAI ne réentraînera pas son modèle sur ce qui transite dans cette instance-là. Donc ça, c'est bien. Et voir si vous avez des exigences de sécurité encore plus radicales, notamment dans la défense, là, il faut faire des déploiements on-premise du LLM sur vos propres machines, etc. Et donc tout de suite, le projet est différent parce qu'il faut des profils encore différents pour mettre en place les machines, les GPU pour faire tourner les LLM, mais c'est possible. Voilà. Il y a des solutions techniques à ces enjeux sécuritaires. Ouais. D'accord. Oui. Il y a un vrai enjeu de data gouvernance et je pense que c'est important là, c'est un peu la ruée vers l'or et de bien savoir faire qu'est-ce que l'on veut bien faire. Et donc, je pense que ça passe aussi, encore une fois, par la direction, de donner des directives en entreprise, parce qu'on a fait des audits, on se rend compte que beaucoup, des fois, des planificateurs sont livrés à eux-mêmes, donc ils utilisent ChatGPT pour faire leur plan en mettant un fichier Excel et en se disant, voilà, mes données, elles sont, je ne sais pas où. Donc, je pense aussi que ça passe par une direction claire, peut-être reprendre le sujet par la DSI, pour donner des grandes lignes directrices sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quelle data on va mettre, quelle data on ne met pas, voilà. Mais ça, c'est un sujet hyper important. Enfin, de souveraineté, quasiment. Hein. Qui est traité correctement par les entreprises ou des fois négligé un peu? Alors moi, je vais parler du cas que je connais un peu plus, qui est plutôt des sociétés de taille moyenne, je dirais, qui est aujourd'hui assez, pour l'instant, nébuleux, on va dire. Et la direction qui est en train de prendre est bonne, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à se rendre compte, de par les nouveaux LLM chinois, notamment, qui vont arriver. Donc on va commencer à se poser plus de questions, là où, bizarrement, quand c'est américain, on se pose moins de questions, mais la question existe quand même. Donc voilà, les choses vont avancer assez vite et je pense dans le bon sens. Merci. Hervé? Aujourd'hui, quelles sont les limites de l'IA en prévision? Si tant est qu'il y ait des limites. Alors, on en a cité. Oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, est-ce qu'il y a, enfin, je vais la formuler différemment, la question, est-ce qu'il y a des limites, en fait? Est-ce que demain, est-ce qu'il est possible de prévoir l'imprévisible? On avait commencé à répondre à la question en disant qu'effectivement, une situation jamais vue, en tout cas avec l'IA aujourd'hui, c'est difficile de se dire je vais m'entraîner là-dessus pour prévoir le futur. Je ne l'ai jamais vu, donc effectivement, on ne sait pas trop dire. Après, il peut y avoir des similitudes de situations. Et là, peut-être que oui, il y a des rapprochements qui sont possibles et on peut se dire tiens, en fait, quand je voyais des situations comme ça, le marché a réagi comme ça. Et donc, peut-être qu'il peut y avoir des features qui sont construites autour de ça. Malgré tout, oui, la limite, c'est quand même les données d'entrée et ce sur quoi l'IA a appris. Donc. Je crois que ça a été montré que pour la crise financière 2009, je crois que les probabilités que ça arrive, c'était 1 sur 100 millions. 2007. 2007-2008. C'était 1 sur 100 millions. Donc c'est vrai que et le Covid, c'est pas l'IA, un modèle de forecast, il va jamais prévoir un Covid. Donc en fait, ça va prévoir dans des conditions normales. Mais les subprimes, pourtant, c'était quelque chose qui était prévisible, non? C'est les modèles montraient que c'était 1 sur 100 millions que ça arrive. Après, il faut challenger les lois normales. Mais c'était clairement, enfin, c'était l'enchaînement de choses. Peut-être la psychologie qui a été moins bien modélisée. Mais clairement, c'était les probabilités à l'époque, c'était à la surprise. Hein. Non, mais tout prévoir, effectivement, c'est un peu un rêve. Mais par contre, détecter davantage, pour le coup, c'est beaucoup plus accessible. De se dire, en fait, ça peut s'apparenter à de la prévision, mais quand je sais d'avance que je vais avoir un problème dans 2 mois, en fait, je suis en train de prévoir un peu le futur. C'est juste que j'ai détecté quelque chose. C'était mon exemple tout à l'heure, là, sur un peu la tour de contrôle fournisseur. Ça, c'est un cas qui a été partagé par Renault. C'est un cas réel. Ils en ont parlé au salon Big Data l'an dernier. Ils ont construit une tour de contrôle qui veille tous les jours des centaines de milliers d'articles web et qui est capable de leur dire qu'il y a un fournisseur à Jakarta qui a subi une inondation et que donc ils vont être en rupture dans 2 mois. Et réagir tout de suite en trouvant des fournisseurs alternatifs, des routes alternatives. Donc, voilà, stricto sensu, c'est pas de la prévision, mais on est quand même en train d'agir sur le futur. Donc, il nous reste 5 minutes. S'il fallait qu'on se projette dans le futur, comment vous voyez l'impact de l'IA sur les métiers de la supply chain? Il faudrait poser la question à une IA, très Mais non, je pense qu'il y a des changements de compétences.
déjà, qui sont attendus, parce que je disais un approvisionneur qui aujourd'hui peut-être passe 40% de son temps à échanger de l'information sortie de système et à faire de la data entry dans un système, ces 40% de son temps, ils vont disparaître. C'est une certitude. Donc, qu'est-ce que je fais des 40% du temps restant ? Le métier de l'approvisionneur, finalement, la fiche de poste, elle va un petit peu évoluer, sans doute vers davantage de pilotage du flux, de visibilité du flux, sans doute vers justement de l'analyse de risque de fournisseurs. Peut-être des tâches qui aujourd'hui sont un peu faites ou sont un peu dans les fiches de poste, mais où il n'y a pas l'énergie qui est passée dessus, parce que juste, il n'y a pas le temps, il y a la réalité opérationnelle, le mode pompier, quoi, et qui va prendre plus d'ampleur. Et j'espère que ça va être pour le bénéfique. C'est-à-dire que c'est plutôt des tâches intéressantes, à forte valeur ajoutée, mais pour ça, il va falloir suivre effectivement en termes de formation. Et je pense que ce que tu viens de dire, je suis d'accord, ça va repenser aussi même le métier d'éditeur, puisque mécaniquement, si les utilisateurs passent moins de temps dans l'application pour des tâches un peu chronophages, nous, en tant qu'éditeur, on doit se réinventer. Et ma prédiction, qui n'est que la mienne, mais c'est de se dire que de plus en plus, l'intégration d'assistants, on a parlé d'agents va être prégnante et la saisie dans les outils va devenir de plus en plus diffuse. Donc la manière dont on appréhende aujourd'hui les outils informatiques en sens large, pour moi, va être complètement différente dans 5 ans où l'interaction dans l'outil tel qu'on l'entend va être faible. On conversera plus avec un LLM intelligent ou un agent qui aura été entraîné pour une tâche très précise. Pour faire mes prévisions, j'ai mon assistant, mon agent prévision avec qui je vais converser et ponctuellement, je viens ajuster manuellement dans l'outil. Mais voilà, c'est plus comme ça que je verrai l'avenir des outils, avec que des tâches à plus forte valeur ajoutée et plus intéressantes. C'est-à-dire que les anciens APS, enfin je dis les anciens des APS qui existent déjà sur le marché depuis quelques années, vont disparaître ou ils vont évoluer? Est-ce qu'on va garderai de dire les anciens parce qu'on a 10 ans, donc on est ancien par rapport à d'autres. Mais est-ce qu'il va y avoir une évolution ou alors il va vraiment y avoir une rupture entre cette manière d'appréhender les prévisions et clairement, la en tout cas, c'est une direction qu'il faudra prendre. Et même demain, les nouveaux planificateurs qui vont arriver sur le marché de l'emploi vont être biberonnés à des applications comme ChatGPT dès le lycée. Donc, ça va être le cours des choses. Mais voilà, je ne pense pas qu'ils vont, bien sûr, s'en aller du jour au lendemain, mais ça va être le chemin qu'on devrait prendre pour embrasser cette génération. Les APS évoluent, oui. s'adaptent. Nous, il y a 2 ans, on n'avait pas intégré d'IA générative dans PlaniSense. Donc on a intégré aujourd'hui ça pour ajouter un agent au planificateur. Clairement, je pense que tous vont suivre la tendance et tout ça, des roadmaps produits qui intègrent des évolutions et notamment vers ce domaine-là. Et moi, je dirais que la transformation des métiers de la supply, c'est à 3 niveaux. L'assistance avec les agents, de plus en plus d'automatisation et de recommandations. C'est-à-dire que pour le planificateur, c'est réduire son temps de travail, en tout cas qu'il passe moins de temps à faire des tâches à moindre valeur ajoutée. L'autre point, c'est de pouvoir sortir des plannings plus performants et plus rapidement. C'est ça qui va changer. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'IA passionne, hein, ça intéresse beaucoup de monde, ça, on le voit à travers d'ailleurs le nombre d'inscrits aujourd'hui. Vous étiez particulièrement nombreux à assister à cette table ronde, également avec vos questions qui étaient également très, très nombreuses et très précises. Ça se voit aussi par le succès de vos entreprises. PlaniSense, 400% de croissance cette année. Je sais que Colibri également a une très forte croissance. Et puis, Iris Argon, cabinet conseil leader dans les métiers, dans la supply chain, dans cet univers de la supply chain. Donc on voit bien qu'à travers toutes ces succès que l'intelligence artificielle continue de passionner et forcément passionnera de plus en plus dans les années à venir, très certainement. J'imagine que vous avez encore de nombreuses questions parce qu'on a abordé beaucoup de points au cours de la matinée, mais bien entendu, on n'a pas eu la possibilité de tout aborder. Donc, si vous avez encore des questions à poser aux intervenants, ils seront un plaisir d'y répondre. Pas avec une IA. Pas avec une IA. Humainement. Humainement, PlaniSense. Donc, vous avez un site internet, j'imagine. On peut vous poser des questions, vous contacter sur votre site internet, PlaniSense.com. Colibri aussi. Tout à fait. Et argonco.com. Argon & Co. Iris. Il y a un /Iris, pour aller me parler directement. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Puis merci à vous, bien entendu, de nous avoir suivis. À très bientôt.